Bonsoir ou rebonsoir, nous suivons ce soir les deux guerres qui franchissent des paliers décisifs en Ukraine, attaquée par la Russie, mais aussi à Gaza et en Israël. Deux acteurs majeurs du bras de fer mondial sont en train de s'activer. La Chine, représentée par son dictateur Xi Jinping, rencontrera Joe Biden dans quelques jours. C'est un des développements majeurs de cette journée. Quant à la Russie, elle poursuit l'occupation de l'Est de l'Ukraine. On est au jour 625 de cette guerre. L'Ukraine qui contre-attaque en frappant des navires russes. Kiev espère aussi accélérer son adhésion à l'Union européenne. On entendra dans quelques instants le président Charles Michel à ce sujet. Vous êtes avec nous, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bonsoir. Bonsoir. Un mot d'abord sur cette situation militaire. 625 jours que la Russie a attaqué l'Ukraine et on voit ces images où des bateaux russes sont touchés en Crimée par l'Ukraine. Est-ce que ça n'est pas un effet concret de votre échec? C'est pas du tout un effet concret de notre échec. C'est les images que vous voyez sont présentées par la partie ukrainienne. Donc là, il faut d'abord vérifier leur véracité et puis voir à quel point les dégâts sont importants ou pas. Donc là, c'est un principe, c'est rien. C'est tellement on a un épisode, juste un petit épisode de tout ce qui se passe en général en Ukraine. Ça n'est pas vraiment rien. Votre marine est forcée même d'aller se réfugier. Quand on se remémore février 2022 et qu'on voit le résultat aujourd'hui, on se dit quand même que vous êtes très loin de vos objectifs. Nos objectifs sont tellement importants et tellement globaux que nous sommes justement sur la voie de les atteindre. Donc là, l'opération militaire spéciale continue et tôt ou tard, ces objectifs seront atteints, soit par la voie militaire, soit par la voie diplomatique. Mais puisque la diplomatie n'est pas encore au rendez-vous, l'opération continue. Ça veut dire quoi, la voie diplomatique? À votre place tout à l'heure, il y avait Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, qui disait, c'est la première fois que j'entendais ça aussi clairement, à la fin il y aura une négociation, mais il faudra que ça comprenne tous les territoires occupés illégalement par la Russie, y compris en Géorgie. Cette formule, territoire occupé illégalement par la Russie, n'est plus d'actualité. Donc ça, en principe, ça n'a jamais existé, mais bon, là maintenant, c'est pas du tout vrai parce que ces territoires sont désormais la Russie. C'est le droit international. Non, mais c'est le droit international. Exactement, c'est le droit international. Ah, qui est contre vous. Non. Alors, les peuples qui habitaient sur ce territoire ont voté pour le rattachement à la Russie, pour le retour à la maison natale qui est la Russie, donc exactement conformément au droit international, c'est-à-dire par la voie du référendum, qui est l'expression suprême de la démrémocratie et l'autodétermination des peuples. Vous pouvez toujours défendre ça. Le droit international ne le reconnaît pas. Est-ce que vous sentez l'inconfort de votre situation? Vous dites ça, alors qu'en même temps, par exemple, vous dites qu'il faut qu'Israël devrait se retirer des colonies illégales. S'il y a le droit international pour l'un, il faut le droit international pour l'autre. Attendez, je vous répète que ces territoires-là ont été rattachés à la Russie conformément à toutes les règles démocratiques. Donc là, désormais, c'est la Russie. Et c'est pas la question de la reconnaissance par le droit international. C'est très abstrait. Exactement. Tout d'abord, il faut que les gens qui ont voté pour le rattachement à la Russie le reconnaissent eux-mêmes et que la Russie le reconnaisse aussi. Donc là, le droit international, c'est trop abstrait. Il s'agit des vies humaines avant tout. Précisément, les vies humaines, tant de vies humaines perdues, on va y revenir, mais objectivement, il faut se rappeler février 2022, vos troupes, elles étaient dans la banlieue de Kiev. C'était pas pour faire du tourisme. C'est bien que vous aviez dans la tête de prendre Kiev. On est 625 jours plus tard, et la Crimée que vous occupez, c'est là que vous êtes rattrapé par le destin. Franchement, qu'est-ce que c'est sinon un échec? Il ne s'agit pas du tout d'un échec. Donc quand on parle d'un échec où c'est une nouvelle formule là maintenant qui vient de surgir dans les médias occidentaux, l'impasse dans le conflit russo-ukrainien. En fait, c'est pas l'impasse dans le conflit des deux côtés, c'est l'impasse du côté ukrainien, parce que c'est le régime de Kiev qui se trouve dans l'impasse, mais vraiment totale, parce que le régime qui continue obstinément à se battre et à espérer la victoire militaire sur la Russie, donc qui jette dans cette fournaise de la guerre des milliers de ses citoyens, c'est ce régime-là qui est dans l'impasse. Alexandre Makogonov, l'Ukraine existe, elle est libre. Certes, elle est pour l'instant amputée d'une partie de son territoire que vous occupez, mais elle est libre et démocratique. Elle va même peut-être entrer dans l'Union européenne. Ouais. Donc, il faut être clair et il faut être honnête. L'Ukraine, ni libre ni démocratique. L'Ukraine, aujourd'hui, le régime de Kiev en Ukraine qui gère ce pays,
n'a rien à voir avec la démocratie, parce que la nature même de ce régime n'est pas démocratique. Je vous rappelle qu'il est venu au pouvoir, il est né, ce régime, d'un coup d'État illégitime, inconstitutionnel et sanglant. Alexandre Makagonov, il y a eu des élections et M. Zelensky avait des compétiteurs. Et je me permets de vous rappeler, sur ces plateaux, on a des Ukrainiens qui parfois sont des opposants à Zelensky qui le disent. Pardon, mais il y a des élections bientôt en Russie. On ne connaît pas beaucoup de compétiteurs de M. Poutine en position de le défier. Mais lui-même n'a pas encore présenté sa candidature, donc là, c'est trop tôt. Vous avez des doutes? Non, j'ai pas de doute, donc là, c'est trop tôt d'en parler, tout simplement. Voilà. Donc là... Et à la précédente élection, il y en a beaucoup qui étaient en mesure, qui n'étaient pas ou assassinés ou emprisonnés? Non, je vous propose plutôt de parler de la démocratie en Ukraine, parce que le président Zelensky, par son décret, il a annulé tout simplement les élections dans son pays l'année prochaine. Voilà, donc là, à partir du printemps prochain, ce ne sera pas un président d'un pays, ce sera un dictateur, parce que là, il s'est investi des pouvoirs dictatoriaux. C'est ça. Vous pouvez argumenter tant que vous voulez. Voilà, c'est un pays en guerre par votre faute. Vous l'avez envahi. Non, c'est un pays en guerre par la faute de son propre gouvernement qui a voulu cette guerre vraiment cœur et âme. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va entendre Charles Michel un peu plus tard dans l'émission. Voilà, c'est en marche. Il va se rapprocher. On comprend bien que le but de Vladimir Poutine, c'était de retenir l'Ukraine. Or, elle vous échappe. Elle va entrer dans l'Union européenne. Est-ce que ça n'est pas peut-être la marque la plus exacte que votre objectif n'est pas rempli? Le fait que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne, c'est trop osé de le dire, là. Parce que là maintenant, donc on est au début du chemin. Le chemin est long et ce sera très, très compliqué, très difficile pour l'Ukraine. Et alors, le résultat n'est pas du tout garanti. Ça vous fait mal, même si c'est 2030, même 2030, dit 2030, ça peut paraître loin, mais 2030, on sera, si Dieu nous prête vie, on sera tous là en 2030. Pour la Russie, ce sera une claque terrible. Soyons honnêtes, il n'y a aucun consensus sur ce sujet, même au sein de l'Union européenne. Demandez, invitez sur ce plateau les représentants de différents pays de l'Union européenne. Ils vous diront beaucoup de choses sur ce sujet. Vous espérez que M. Orban fera barrage? Mais il y en a d'autres, et il y en aura d'autres avec le temps. Qui d'autres? Suite aux élections, suite au changement des pouvoirs, des autorités dans les pays européens, tel ou tel, donc vous allez voir. Parce que vous citez pas beaucoup, vous attendez, dites peut-être. Mais qui veut accueillir dans sa famille un pays qui est en guerre avant tout, vraiment en état de conflit militaire, un pays qui est en faillite économique? Non, mais pardon, la Commission européenne, elle n'est pas forcément d'un courage fou d'habitude. La Commission européenne dit, nous ouvrons les négociations. Donc elle a déjà répondu à votre objection. Écoutez, mais vous avez... quelle est la longueur de la ligne d'attente des candidats à l'adhésion de l'Union européenne? Il y a des pays qui attendent leur tour déjà depuis, pas des années, mais depuis des dizaines d'années. Et alors, qu'est-ce qui les garantit? Rien. Alexandre Makagonov, quand on regarde la carte de l'OTAN, parce que là, c'est peut-être encore plus dur pour vous, si j'ose dire, que l'Union européenne, parce que l'Union européenne, on peut discuter sur... Voilà. Quand on voit cette carte, il faut rappeler, et ça c'était explicite de la part de votre président, il ne voulait pas que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. Et pour l'instant, c'est vrai que la guerre l'en empêche. Mais regardez, l'OTAN qui s'est approchée de vos frontières, l'immense tache bleue de la Finlande, là à côté de la Suède, pour vous... Franchement, c'est évidemment un camouflet terrible en 625 jours. Écoutez, tout ce qui s'est passé là ces derniers mois, et notamment l'élargissement, une nouvelle vague d'élargissement de l'OTAN, ça ne fait que prouver la nature expansionniste et agressive de ce bloc politico-militaire, qui est en fait un bloc militaire plutôt. Donc là, et qui sert à un seul objectif, c'est de maintenir l'hégémonie des États-Unis et vraiment la prise sur l'Europe. Mais pardon, mettez-vous à leur place. Vous seriez finlandais. À quelle place? À la place des Finlandais. Vous voyez que l'Ukraine se fait attaquer par vous. Vous courez effectivement, comme on dit, au poste de police le plus proche. Il se trouve que c'est l'OTAN et les États-Unis. Donc là, lorsque la Finlande était neutre, elle en tirait tous les bénéfices possibles. On était vraiment en relation de bon voisinage, de bonne coopération économique, en communication humaine, mais vraiment parfaite. On se visitait, les gens voyageaient à travers la frontière, il n'y avait pas de problème. Donc là, aujourd'hui, le Finlande, c'est un pays de l'OTAN, avec toutes les conséquences qui en découlent. Pardon, avec une nuance presque de nostalgie, que... Pour vous, c'était mieux avant. Mais c'était mieux. Mais est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Est-ce que ce sera mieux demain? Ça, chacun peut en juger, mais à qui la faute? Si la Finlande est entrée dans l'OTAN, c'est uniquement à cause de votre agression de l'Ukraine. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez jamais entendu une déclaration, au moins d'un seul représentant officiel russe, qui menaçait la Finlande? Jamais. Jamais on a menacé la Finlande. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était considéré comme notre ami, notre voisin, notre partenaire. Vous disiez aussi, avant d'entrer en Ukraine, que vous n'alliez pas envahir l'Ukraine.
Parce que jusqu'au dernier moment, on espérait la sortie diplomatique de cette crise qui s'est formée autour de l'Ukraine parce que, bon, l'OTAN, les États-Unis et l'Ukraine, ils voulaient cette guerre, ils ne faisaient rien pour l'éviter, mais ils faisaient tout pour que ça éclate. Est-ce que ça vaut tant de morts? On va voir les images de Avdiivka et il serait trop long. Hélas, on pourrait rappeler toutes les images précédentes de Mariupol détruite, de tant de cités détruites, tant de morts russes d'abord. Ce sont vos propres concitoyens. Combien de Russes sont morts? J'ai pas de chiffres exacts, non. J'ai pas de statistiques sur ce sujet, mais en tout cas, la bataille continue. C'est un point stratégique parce que je dois vous rappeler que l'Avdiivka, qui se trouve en quelques accablures de Donetsk, c'est un très bon endroit pour les forces armées ukrainiennes pour bombarder Donetsk presque régulièrement, presque chaque jour. Donc là, après la prise d'Avdiivka, Donetsk pourra peut-être respirer tranquillement. Vous n'êtes pas chez vous là, c'est vous qui avez détruit. Et il y a tant de vies, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivaient dans ces bâtiments. Il y a tant de vies brisées par vous. Vous n'êtes pas chez vous. Est-ce que vous croyez que le régime de Kiev qui a bombardé les gens qui habitaient dans le Donbass, qui les a bombardés depuis 2014 et continue à le faire, vous croyez qu'eux, ils sont chez eux? Est-ce que chez vous, vous bombardez quelqu'un? Est-ce que chez vous, vous tuez quelqu'un? Donc là, c'est chez nous, parce que c'est nos gens, c'est les gens qui parlent notre langue, qui ont la même culture, les mêmes traditions et qui lient leur vie avec la Russie. Donc là, on doit les protéger. Est-ce qu'il n'y a que des moyens de force? On va parler plus tard dans l'émission de la Chine. La Chine est tout sauf blanc-bleu. La Chine, c'est une des plus grandes dictatures de la Terre. La Chine commet un génocide sur les Ouïghours. Or, on a des relations avec la Chine. Elle n'a pas pour l'instant en tout cas, franchi ce seuil qui est d'agresser militairement un voisin protégé par des frontières rencontrées par le droit international. Mais est-ce que vous croyez que ça nous fait plaisir d'agresser qui que ce soit et être en état de conflit avec les Ukrainiens, avec lesquels nous avons les liens, mais vraiment les liens de famille, les liens parentaux, mais nous n'avons pas d'autre choix parce que nous devons protéger... C'est une drôle de façon de considérer ses parents. Pardon. Combien? Parce que vous dites combien de morts, vous vouliez pas articuler le chiffre des morts russes. Elles sont évidemment très nombreuses. Elles sont très nombreuses aussi du côté ukrainien, et on le dit avec beaucoup d'objectivité. Ils sont beaucoup plus nombreuses du côté ukrainien, croyez-moi. Tuées par qui? Par vous? Ils sont tués, ces gens-là, ces pauvres Ukrainiens, par le propre régime que, je répète, les jette dans ce bourbier, dans cette fournaise de la guerre, sans compter les vies. Parce que là, il faut bien satisfaire les appétits géopolitiques de leurs sponsors, et notamment des États-Unis et compagnie. Mais les États-Unis, bien sûr, et c'est une démocratie impériale, toutes les puissances sont impériales, mais on voit bien, je le répète, que la Chine, par exemple, elle joue son jeu de façon beaucoup plus habile. Elle n'est pas dans cette guerre de type primitif. Est-ce que vous payez ce prix-là? On paye le prix de l'ingénierie géopolitique des États-Unis qui provoque qui sème le chaos dans le monde, qui provoque les conflits là où ils peuvent le faire, qui veulent à tout prix maintenir leur hégémonie mondiale et qui agissent depuis déjà des décennies selon la seule et même formule: diviser pour mieux régner. Donc là, l'Ukraine, qui était notre voisin, qui était notre ami, qui était notre frère, sœur, tout ce que vous voulez, là, aujourd'hui, on est en conflit avec ce pays-là et avec ces gens-là. Alexandre Makaganov, on revient à la carte qu'on voyait avant. Comment est-ce que vous expliquez que tous ces peuples, ce sont ces peuples? Il n'y a pas de révolution en Finlande, il n'y a pas de révolution pour rejoindre la Russie, il n'y a pas de révolution pour quitter l'OTAN. Que tous ces peuples aient envie de vivre, effectivement, sous le parapluie en grande partie américain et pas sous le vôtre. Mais les Finlandais ne sont pas obligés de vivre sous notre parapluie. Mais on ne sait pas encore si leur volonté d'entrer dans l'OTAN, là, c'est déjà fait, c'est le fait accompli. Mais quand même, qui les a consultés? Est-ce que ce pays est entré dans l'OTAN par le biais de référendum? Non, c'était la décision politique du gouvernement, c'est tout. Démocratie. Demandez aux Finlandais s'ils le veulent vraiment. Élu. Mais pardon, il n'y a pas que la Finlande. Regardez cette liste depuis 91. Les Roumains, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, etc. Tous ces gens se sont précipités sous le parapluie américain, OTAN et américain en grande partie, là vous avez raison, mais parce qu'ils n'ont aucune envie d'être sous l'influence russe. Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve que les peuples décident? Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'influence russe? Personne ne veut les influencer. Nous voulons vivre sur notre continent en paix, en amitié, en bon voisinage. L'OTAN, aujourd'hui, qui aurait dû sombrer dans l'oubli après la fin de
guerre froide et la fin de la confrontation des blocs, confrontation idéologique, aujourd'hui c'est un facteur de déstabilisation sur tout le continent eurasiatique. Est-ce que vous avez sous-estimé les démocraties libérales? Les démocraties libérales peuvent être dures. C'est vrai qu'on a vu avec Saddam Hussein, exactement, avec Muammar Kadhafi, très dur, avec Slobodan Milosevic, dur pour défendre leurs intérêts, c'est leur droit. Leurs intérêts, mais dites-nous, alors nous, je veux dire à moi et à vos spectateurs, alors quelles étaient les menaces pour l'OTAN et surtout pour les États-Unis du côté de la pauvre ex-Yougoslavie, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie et autres pays bombardés, et certains d'eux étaient rasés de la carte du monde pratiquement. Ils n'existent plus comme l'État même. Donc là, qui a été rasé de la carte du monde? Mais regardez ce qui s'est passé en Irak. Peut-être personne ne les a jamais comptés, mais 1 million de morts, je sais pas, les blessés, les enfants, etc. Yougoslavie, ça n'existe plus. Alors là, à Libye, l'État libyen, c'est en crise, donc là, on ne sait pas même comment ça va se restaurer. Parlons de l'Irak. Est-ce que ça n'est pas la meilleure preuve contre vous? C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique ont mené une guerre d'agression en Irak. Guerre d'agression. C'est une aventure militaire pure. Comme vous, et les guerres d'agression, est-ce qu'elles ne finissent pas toujours mal? C'est-à-dire, on se fait haïr. Vous vous êtes fait haïr, comme les Américains, par une guerre d'agression. Alors, notre opération militaire spéciale, c'est pas du tout une guerre, parce qu'on ne fait pas la guerre contre l'Ukraine et les Ukrainiens. Vous y croyez encore, pardon, ça fait maintenant, on est au 625 jours. Voilà. Vraiment, vous croyez encore que c'est une opération militaire spéciale? Si c'était une guerre, les villes ukrainiennes seraient tous déjà en ruine, avec des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts. Et là, ce serait vraiment une guerre des armées contre des armées. Nous restons toujours dans le cadre de notre contingent très restreint, avec des frappes très ciblées qui touchent que les objets militaires. Donc là, vous comprenez très bien que la guerre, c'est quelque chose d'autre quand même. C'est différent. Il y a des guerres à degrés, mais le fait est guerre d'agression. C'est-à-dire on agresse un pays qui n'a pas, jusqu'à nouvel ordre, l'armée ukrainienne n'était pas en train d'entrer en territoire russe. Est-ce que vous ne commettez pas la même erreur qu'en 2003? Ça fait 20 ans, les Américains, ils le payent encore aujourd'hui. Effectivement, c'est-à-dire impérial. Alors, vous avez l'habitude de labelliser la Russie en tant qu'agresseur, mais la Russie agit aujourd'hui en Ukraine en tant que défenseur, parce que nous devons défendre nous-mêmes, notre propre sécurité et nos gens. Les gens dans le Donbass, les gens dans le sud dans les régions du sud. Donc là, la Russie, c'est pas un agresseur, c'est un défenseur. La responsabilité morale devant l'histoire, sans faire du grandiloquent, il se trouve, voilà, on a récemment enterré, je crois que c'était aujourd'hui même que la cérémonie a eu lieu, des soldats russes. C'était la Première Guerre mondiale. À l'époque, les Russes et les Français, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient dans la même alliance. Est-ce que ce que vous avez fait, qui est de rompre un lien ancestral, est-ce que ça n'est pas une erreur historique? Une erreur historique, c'est de positionner la Russie en tant qu'adversaire, même en tant qu'adversaire, en tant qu'ennemi, tout sauf ami. C'est ça une erreur historique. Parce que la Russie, je dois vous dire, parce que 24 sur 24, les médias français mainstream ne font que dénigrer la Russie, que la diaboliser, etc. Mais la Russie, je dois vous dire, et les Français doivent le savoir, aux spectateurs, que la France n'a jamais eu un allié et un ami plus fidèle et plus dévoué que la Russie. Toute l'histoire le montre, et surtout l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que là, aujourd'hui, ce soir, nous sommes à la veille de l'armistice que vous allez fêter demain. Donc là, il ne faut pas oublier que la Russie a joué un rôle crucial dans le destin de la France au début de la Première Guerre mondiale. En 1914, notre pays, à la demande de nos chers alliés français, n'étant pas trop prêts quand même à commencer l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis aux Français de remporter la bataille sur la Marne. Et donc, là, c'est un fait très important et il faut se souvenir de ça. Et en plus, on ne s'est pas arrêté là. La Russie, 2 ans après, en 1916, notre pays a envoyé 2 brigades du corps expéditionnaire russe, 20 000 personnes pour se battre sur le sol français contre l'ennemi commun. Tout est oublié aujourd'hui. Vous rappelez le sacrifice de tant de soldats russes, il faut le rappeler effectivement, et le rendre hommage, même s'ils servaient un régime épouvantable qui était le régime stalinien. Il n'y a pas eu de procès d'ailleurs, hein. Ça c'est un autre problème, on y reviendra, mais sacrifice de tant de soviétiques, d'ailleurs il y avait beaucoup d'Ukrainiens parmi eux, Ukrainiens, Sibériens, Bouriates, etc. Est-ce que vous ne trahissez pas cet héritage-là? Il y avait le régiment Normandie-Niemen, courage admirable, je vais vous dire, le même combat. Oui. Or aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté, alors que souvent la France vous a aidé. Je vais vous dire qui trahit aujourd'hui cet héritage-là. C'est l'Europe, pratiquement l'Europe entière qui trahit notre héritage. Comment? Parce que il faut se souvenir que c'était le peuple soviétique, les soldats soviétiques et notamment les soldats russes qui ont libéré l'Europe des atrocités du nazisme en 1945. Et c'est quand même la Russie qui est toujours resté le meilleur allié de la France et d'autres pays dans les luttes communes. Pour y installer un régime de dictature. Quel régime de dictature?
la botte soviétique sur les pays dont on évoquait là tout à l'heure, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, etc. Oui. C'était pas une dictature? Moi, je vous parle des choses vraiment globales. Vous me parlez des épisodes historiques. Des dizaines de millions de gens qui vivent sous la dictature pendant des décennies, c'est global. Oui, écoutez, vous essayez d'imposer les formules politico-médiatiques et dictature, etc. Mais je dois vous rappeler juste un petit fait historique. Par exemple, si on parle de la Pologne, qui déteste aujourd'hui la Russie au niveau du gouvernement, etc. Et c'est réciproque. Oui, non, c'est pas du tout réciproque. On déteste personne. Nous sommes trop grands pour détester. Nous avons un cœur trop grand pour détester. Franchement. Donc la Russie a perdu 600 000 personnes lors de la libération de la Pologne de nazis. 600 000 personnes, vous savez c'est quoi? C'est les pertes totales de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils nous détestent. Et combien Staline a-t-il tué de gens, de Russes même, de Soviétiques même. Exactement, de Russes même. Donc là, il faut arrêter de parler de ces atrocités staliniennes. Tout le monde a subi des conséquences. Donc là, il ne faut pas culpabiliser la Russie par tous les moyens. D'un côté, des alliés démocratiques, avec leurs défauts. Ils étaient coloniaux, ils avaient toutes sortes de défauts, mais les États-Unis, l'Angleterre, vous étiez à l'époque une dictature. Vous marquez quand même la différence ou pour vous c'est égal? Non. Écoutez, mais à l'époque, il y avait pas mal de dictatures partout. Je vous rappelle que la France avait un régime vichiste qui, vous savez, qui déportait les Juifs par des trains entiers, 75 000 Juifs déportés par le régime de vichiste, là, quand même, c'est pas négligeable. Et c'était quoi, à votre avis, la dictature ou la démocratie? Et vous avez raison de le rappeler, mais à la Libération, Dieu merci, beaucoup ont été jugés, certains fusillés, ce que vous n'avez jamais fait. Est-ce que vous payez encore cela? C'est-à-dire les criminels staliniens, criminels du KGB, les criminels qui ont survécu parfois jusqu'à dans les organes d'État aujourd'hui n'ont jamais été condamnés. Je vous propose et je vous demande de nous laisser notre histoire à nous et d'en juger nous-mêmes. Parce que là, c'est que nous-mêmes qui pouvons vraiment sentir ce sujet et d'avoir des jugements appropriés. Donc là, franchement, parler des crimes staliniens, c'était... Laissons ça aux historiens et à nous-mêmes. Donc là, est-ce qu'on ne partage pas, et là c'est une question très sérieuse, plus profondément une responsabilité de ça? Il faut rappeler cette chose terrible. Au tribunal de Nuremberg, il y a les juges français, américains, anglais, mais il y a aussi des juges soviétiques qui sont des criminels de guerre d'un très haut niveau, c'est-à-dire qui ont commis notamment contre les Polonais des crimes. Et là, la charge, elle est aussi à celle des Occidentaux qui ont fermé les yeux en réalité, alors qu'on avait là affaire à un régime qui, comme le régime nazi, a massacré à cette échelle-là. Je ne sais pas comment vous osez, devant des milliers de spectateurs, appeler les soviétiques de l'époque, surtout les criminels de guerre. Là. Les soviétiques le gouvernement. Et ces juges-là, ces procureurs du tribunal de Nuremberg. Ce gouvernement-là a libéré la moitié de l'Europe, pratiquement toute l'Europe, en fait, parce que là, c'est le fait historique, vous pouvez pas le nier. Alors là, franchement, en utilisant ce genre de formule, ces gens-là, ils se discréditent eux-mêmes. Donc là, je vous propose de Alexandre Makaganov, vous êtes maître de vos formules à vous, mais ce qu'on vient de voir comme échange, c'est pas révélateur d'un fossé. En réalité, vous ne regrettez pas ce temps-là. Ça paraît, pour nous, inouï. Pardon, c'était un régime qui a massacré des centaines de milliers de malheureux, des innocents qu'on a déportés. Oui. Des centaines de milliers de malheureux, de paysans, pas seulement ukrainiens d'ailleurs, ukrainiens beaucoup, et Holodomor, mais aussi des gens des républiques autour. C'est un régime criminel et vous êtes en train de faire son panégyrique. Non, mais je viens de vous évoquer le régime vichiste qui a déporté les Juifs par paquet, si vous voulez. Voilà, Laval a été fusillé. Parlons-en quand même, là, si vous voulez. Donc là, chaque pays a son histoire. On ne peut pas la nier et on ne doit pas la réécrire surtout. Donc là, franchement, la réalité... parlons plutôt du présent. Alors, parlons du présent. Vos alliés d'aujourd'hui, regardons-les. Ouais. La Chine, génocide des Ouïghours. L'Iran, on a affaire à un des pires régimes de la Terre. Depuis 1979, il opprime sa propre population. On comprend que vous nouiez des alliances. Est-ce que ça n'est pas quand même un poids que vous portez cette fois aujourd'hui, pas seulement en 1945 et suivante? Parlant de nos alliés aujourd'hui, je dois vous dire que nos alliés aujourd'hui, c'est 85% de la population mondiale. C'est les pays qui représentent ces 85% de la population mondiale qui n'ont pas soutenu les sanctions anti-russes de l'Occident, qui ont, avec la Russie, en principe, la même vision du monde et qui soutiennent la Russie soit ouvertement, soit, disons, discrètement, par peur d'être punis par l'Occident, justement. C'est la revanche sur l'Occident? Donc, nos alliés, c'est vraiment la plus grande partie du monde. Et alors, en essayant d'isoler la Russie, le problème, c'est que l'Occident ne le comprend pas encore, l'Occident s'isole lui-même. Parce que vous êtes
la minorité. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais ce sont des régimes, de dictature. Dictature dans les pays arabes, dictature en Asie, la Chine, la plus grande dictature de la Terre. Pour la plupart, pas toutes, vous avez raison. Dans certains cas, vous avez des sympathisants, notamment en Amérique du Sud, qui ne sont pas des dictatures. Il faut vous en donner crédit. Mais pour le reste, numériquement, si vous parlez de nombre, il y a 1,4 milliard de malheureux qui vivent sous cette dictature-là. Écoutez, moi, je dois vous dire une chose, puisque vous avez abordé un petit peu le sujet autour de Staline, etc. Pour répondre à votre question, je vais vous citer Staline. Une fois, il a dit à quelqu'un de ses proches, j'ai toujours pensé que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais le camarade Roosevelt m'a bien expliqué que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple américain. Point barre. Et là, quand vous parlez des dictatures et de la démocratie, souvenez-vous de Staline, alors. Donc là, ces propos, c'est la quintessence, en fait, de la démocratie à l'américaine. La démocratie qui est portée sur les ailes des bombardiers, la démocratie qui est portée par les sanctions, la démocratie qui est portée toujours par la force et par tout ce qui en découle. Ils défendent toutes leurs les conséquences. Ils défendent leurs intérêts de puissance. Voilà. Ils ne font que défendre leur hégémonie mondiale. C'est tout ce qu'ils défendent. Peut-être. Peu importe le prix, les vies humaines, les destructions massives, peu importe, les pays rasés de la carte du monde, peu importe, pourvu que l'hégémonie soit maintenue. Avec un prix, quand ils sortent de ce cadre, on le disait tout à l'heure, quand ils commettent une erreur comme la guerre de l'agression de l'Irak, ils en payent le prix de la haine aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas ce même prix que vous payez maintenant ? Et c'est la Russie aujourd'hui qui s'est levée justement contre ces ambitions hégémonistes, et c'est la Russie qui est en quelque sorte le porte-flambeau de ce nouveau monde qui est en train de naître, le monde équitable, démocratique et multipolaire. Pardon, ce sont multipolaires des dictatures. Multipolaire. L'Iran qui massacre ses propres gens, qui pend des adolescents. Multipolaire quoi ? Multipolaire pour tout le monde, multipolaire pour les États-Unis. Pour l'Europe, qui aura tout son rôle dans ce nouveau monde, pour la Chine, pour la Russie, pour tous les centres, pour tous les pôles du monde indépendants qui veulent vivre en harmonie, en paix, en amitié, en coopération. Sans les lignes de clivage, sans les lignes de fracture, sans ce discours-là, est-ce qu'il avait, il faut rappeler que De Gaulle même, vous rappeliez une certaine tradition française, De Gaulle même défendait le non-alignement, mais ça n'était pas avec les mêmes non-alignés. Regardez combien sont imprésentables les gens avec lesquels vous êtes aujourd'hui. Le Hamas qui a tant de sang français sur les mains, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de Français. Voilà, vos gens dans votre ministère qui rencontrent les gens du Hamas, est-ce que ça vous fait honte ? Écoutez, c'est pas la Russie seule qui a des contacts avec le Hamas. Je dois vous dire que vos chers amis alliés américains ont des contacts avec le Hamas, et donc là, ça suscite pas de et le Qatar, voilà. On en parlera avec beaucoup d'objectivité tout à l'heure. Mais pour l'instant, vous êtes représentant de la Russie, vous n'êtes pas représentant du Qatar. Est-ce que vous, ça vous fait honte ? Il faut se souvenir du fait que dans la bande de Gaza, nous avons les ressortissants russes, il y en a à peu près, je ne sais pas, un millier, mais il y a 300 enfants, c'est sûr, donc là, qui sont là. Et parmi les otages, il y a aussi des Russes. Donc là, avec qui vous voulez qu'on négocie la libération des otages et l'évacuation des civils russes dans les bandes de Gaza? Pardon, Alexandre Kogonov. La réponse est simple. Et vous avez rappelé, et je rappelle avec vous effectivement qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ça, mais là, on a franchi un autre seuil. C'est la discussion directe avec des islamistes. Est-ce qu'on n'a pas changé d'époque ? Il fut un temps où la Russie soviétique, alors elle avait des contacts avec Arafat, avec des gens qui avaient aussi recours à la violence, mais ça n'était pas ça n'était pas la haine islamiste destructrice. Est-ce que ça ne montre pas que vous êtes maintenant sans foi ni loi ? Écoutez, je vous répète, d'autres États ont des contacts avec le Hamas. Même l'État d'Israël avait des contacts dans le passé avec le Hamas, des contacts politiques. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces contacts. Il ne faut pas vraiment gonfler ce sujet et en faire toute une histoire. Est-ce que ça a encore un sens d'avoir des liens ? Tout à l'heure, avec Salomé Zourabi-Juillet, on posait simplement la question des relations diplomatiques. Le Parlement européen vous a classé, vous, la Russie, comme État soutenant le terrorisme. Quand on en arrive là, est-ce que ça a encore un sens que, par exemple, la France ait des relations diplomatiques avec vous et réciproquement ? Bon, le Parlement européen, c'est un organisme qui est connu pour les résolutions grotesques et rocambolesques à l'égard de la Russie. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette nouvelle résolution. En ce qui concerne l'État terroriste, je dois vous rappeler que notre pays se bat contre le terrorisme sur tous les fronts depuis déjà des années, et notamment, si vous connaissez très bien la situation en Syrie, si ce n'était pas l'intervention russe, on ne sait même pas quelle serait la taille du califat en Syrie déjà. Pardon, alors, Alexandre, vous servez sur un plateau, vous parlez de Bachar el-Assad, qui est sans doute un des plus grands criminels de toute l'histoire. Il avait face à lui le groupe État islamique, qui a beaucoup de sang sur les mains, ça je vous l'accorde, mais c'est un des plus grands criminels de toute l'histoire. On aurait pu le rajouter sur la liste, avec les Iraniens, avec les Chinois,
et Bachar el-Assad. Vraiment, alors, c'est la cerise sur le gâteau criminel. Nous parlons des islamistes, des terroristes. Moi, je vous dis tout simplement quel rôle joue la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Bachar el-Assad, c'est vraiment un autre sujet. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'avec la France, vous êtes là à l'ambassade boulevard Lannes, dans ce grand bâtiment qui date de l'époque soviétique, est-ce que ça a encore un sens ou est-ce qu'au fond, il serait plus logique de rompre les relations diplomatiques et de rentrer à Moscou? Vous savez qu'il y a toujours une place pour la diplomatie, mais il faut toujours avoir une bonne volonté politique pour régler les questions qui passent déjà dans les dimensions militaires par la voie diplomatique. Vous êtes prêt, ça veut dire quoi? Vous êtes prêt, par exemple, aujourd'hui, de quand date le dernier téléphone entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? Ça date, oui, mais bon, c'est pas une chose obligatoire de se parler au téléphone chaque jour. Vous savez, la diplomatie, ça se fait aussi d'une autre manière. Donc là, il y a toujours. Ça veut dire quoi? Il y a des messages qui passent? Il y a quand même des messages qui passent entre Moscou et Paris? Il y a des contacts, au moins au niveau technique, réduit au strict minimum, mais quand même, il y en a. C'est toujours utile et c'est toujours bien d'avoir quand même les diplomates sur place que des canons qui se regardent. Donc, voilà. Et puisqu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'armistice, je reviens toujours au même sujet. Je vais vous citer cette fameuse phrase de Georges Clemenceau, qui était pendant la Première Guerre mondiale le chef du gouvernement français. La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Donc là, il y a toujours une place pour la diplomatie, peu importe, au début de la guerre, pendant la guerre, après la guerre, mais surtout pour éviter la guerre. On va entendre plus tard dans l'émission la position de Yermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, celle de Zelensky. Est-ce que vous seriez prêt? Il y a eu des moments, il y a déjà eu des discussions relativement directes. Est-ce que vous êtes prêt, si les Ukrainiens le voulaient, à négocier avec l'Ukraine? Mais la Russie n'a jamais renoncé aux négociations. C'est notre position très conséquente depuis le début de l'opération militaire spéciale. Mais le problème, c'est que la partie ukrainienne s'est interdit par la voie législative toute négociation avec la Russie, par le décret présidentiel du président Zelensky le 30 septembre 2022. Quand on est bombardé, ce n'est pas la position la plus favorable à avoir envie de discuter. Ça veut dire qu'ils se coupent toute possibilité de négocier avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils ne font que privilégier la voie militaire dans cette situation-là. Vous parlez de négociation, mais en réalité, est-ce que vous nous cherchez quand vous bombardez au bord du Danube? Le Danube, c'est relativement large, mais enfin, ce n'est pas non plus des centaines de kilomètres. Vous bombardez aux portes de l'OTAN, vraiment juste de l'autre côté du fleuve. Oui. Qu'est-ce que c'est sinon une manière de provocation? Non, ce n'est pas une provocation, nous le faisons d'une manière très, très bien réfléchie, planifiée et ciblée. C'est pire, pardon, si je peux me permettre, c'est encore pire si vous bombardez aux portes de l'OTAN, vraiment sous les yeux des pauvres Roumains. S'il y a des objets qui nous préoccupent, des objets qui servent à des fins militaires, donc là, bien sûr, on doit les neutraliser. C'est ce que nous faisons. Alors, ça ne produit pas de dégâts énormes, ça ne touche pas les civils, c'est très ciblé. Donc là, on utilise pour ça les armes de haute précision. On va entendre ce qu'il en est du nucléaire, la mallette nucléaire que Vladimir Poutine a montré. On va en parler dans quelques instants. Vous allez nous rejoindre déjà peut-être l'amiral Vichot, qui dirigeait les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins français. Mais d'abord, avant que vous nous quêtiez quelques mots là-dessus, quand on voit de nouveau à Pékin le président Poutine, bonsoir. Amiral, merci beaucoup d'être là. Le président Poutine qui se fait suivre de manière ostentatoire de la mallette nucléaire, est-ce que vous nous menacez? Cette histoire de la mallette nucléaire, mais il faut pas oublier quand même que le président Poutine, c'est le commandant en chef des forces armées russes. Donc là, c'est un président d'une puissance nucléaire. Donc là, mais que ce soit la mallette ou juste le fait que nous sommes une puissance nucléaire, ça ne veut rien dire du tout, parce que nous sommes une puissance nucléaire responsable pour nous-mêmes, pour le monde entier, pour la sécurité, la stabilité et voilà la stabilité stratégique dans le monde entier. On va pas appuyer sur le bouton parce que nous le voulons tellement. Alexandre Karamolev, responsable, mais vous avez révoqué le traité sur les essais nucléaires. Qu'est-ce que c'est sinon une menace et un retour en arrière? Vous avez été dirigé par Gorbatchev, par Helsinki. Peut-être que Gorbatchev était un mou selon votre vision, mais Helsinki, qui ne sont pas allés dans ce sens-là. Vous êtes en train d'aller du côté de la menace. Attendez, mais vous n'avez jamais reproché aux Américains de n'avoir jamais ratifié cet accord. Donc là, on a fait, si vous voulez, la mesure miroir. Donc là, maintenant, nous sommes en équilibre, si vous voulez. Un mot peut-être, pas faire de débat, mais qu'on comprenne bien. Vous êtes amiral Vichot, vous étiez vraiment au cœur de la dissuasion nucléaire française. Vous dirigiez, n'est-ce pas, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, oui. Voilà, tout à fait. Immergés dans les océans, prêts à faire feu
sur la Russie soviétique, sur la Chine, sur n'importe quel ennemi possible. Est-ce que l'attitude nucléaire de la Russie d'aujourd'hui vous paraît gênante? Non, ce qui est inquiétant, effectivement, c'est ce retrait du traité d'interdiction des essais nucléaires, d'interdiction complète des essais nucléaires. Rappelons que la France, elle, a signé et ratifié ce traité, et que nous avons complètement démantelé nos installations dans le Pacifique, d'ailleurs, que j'ai eu l'honneur de commander pendant un moment. Donc, ça veut dire quoi? C'est une faute, de votre point de vue, de révoquer ce traité? C'est pas une faute. Je me permettrai pas de critiquer un choix politique. Je dis que ça manifeste de la part des Russes la volonté d'entretenir leur puissance nucléaire et de le montrer. Et peut-être c'est aussi un constat qu'ils n'ont pas ils ont peut-être besoin aujourd'hui de faire un essai nucléaire pour que leur force nucléaire reste performante et évaluée comme telle par leurs adversaires. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un signe symbolique qui ne va pas dans le sens du désarmement universel. Un mot encore, vous portez, et demain, ici à LCI, on portera aussi cet œillet, le bleuet à la boutonnière, le bleuet qui fait mémoire des morts de la Première Guerre mondiale. De tous les morts. De tous les morts, des guerres. Aujourd'hui, votre regard, et on ne va pas encore une fois faire un débat, mais votre regard sur la guerre d'agression que la Russie a menée contre l'Ukraine depuis maintenant 625 jours. Non. En tant que citoyen français, moi je déplore une guerre d'agression contraire de la part d'une puissance, comme monsieur l'a souligné, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, adoptant la Charte des Nations Unies, s'est interdit toute guerre d'agression. Il s'agit clairement d'une guerre d'agression d'un autre pays voisin. Bon voilà, point. Maintenant, je ne suis pas politique, moi je suis ici pour mon expérience militaire, et donc je me garderai bien de me prononcer de ce côté-là. Et on va y venir. Je suis est hostile à toute guerre d'agression. Voilà. Et on va y venir et on va parler avec vous des événements de Gaza. Un dernier mot peut-être, Alexandre Makagonov. Dans quelques instants, Charles Michel, président du Conseil européen, il a des mots assez pessimistes sur le fait que nous risquons de rouler à une guerre mondiale. On voit ce qui se passe sur tous les terrains d'opération. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage votre terme pessimiste parce que c'est très pessimiste de voir l'Europe oublier complètement le mot diplomatie. L'Europe ne parle que de la guerre. Et ce qui est étonnant... Vous l'avez fait. Ce qui est étonnant et paradoxal, c'est que l'Europe finance l'effort de guerre ukrainien par la facilité européenne de la paix. Ça, c'est vraiment... It's a joke, comme disent les Anglais. Franchement, c'est une plaisanterie. Vous faites aider, on en parlera plus tard, notamment par la Chine. Vous faites aider par la Corée du Nord. Est-ce que même là, dans la dimension militaire, le fait d'être aidé par des dictatures, ça signe qu'il y a un axe, le mot est chargé d'histoire, il y a un axe des dictatures aujourd'hui? Tout d'abord, le mot dictature n'est pas du tout pertinent parce que, franchement, à la différence de vous, on ne veut pas taxer ou cataloguer personne. Nous ne sommes pas dictature. Et là, pour nous, les amis, c'est les amis. Des camps. Ici, on est bien tranquille à Paris, assis là. Il y a en ce moment dans les camps chinois des gens qui sont, dans des camps. De même qu'il y a le goulag que vous aviez, vous avez le goulag, vous avez des camps, disons, d'internement aujourd'hui. Oui, je vous propose de parler tout d'abord des prisons américaines, là, comme Abu Ghraib et autres, Guantanamo, là, où il y a des atrocités vraiment qui méritent l'attention de la communauté mondiale. On va pas refaire. Après, on va parler d'autre chose. Un mot encore là-dessus, sur le danger objectif de guerre mondiale. Oui, écoute, il faut l'éviter à tout prix. Il faut l'éviter à tout prix. Et là, je reviens au même sujet. Nous sommes à la veille de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc là, à ces dates-là, il faut toujours se souvenir comment les guerres mondiales commencent. La Première Guerre mondiale a commencé par un seul coup de fusil, un seul coup de pistolet, excusez-moi. Là, maintenant, nous sommes dans un conflit où encore de nouvelles armes arrivent. Jusqu'au quand? Quelles sont les lignes rouges? Quand et comment vous allez vous arrêter? Alexandre Makagonov, on a entendu une diversité des points de vue. On verra plus tard dans l'émission ce qui se passe évidemment au Proche-Orient. Merci d'avoir été notre invité. On continue avec vous, Amiral Bichot. D'abord sur ce qui est en train de